Salut tout le monde, bienvenue à ce 12e vidéo sur le jeu War of the Ring, deuxième édition publiée par Ares Games en 2012. Dans ce vidéo, nous allons nous concentrer sur les stratégies, les conseils que je donne à tous les Shadow Players de ce monde qui veulent renverser l'histoire et conquérir les peuples libres ou corrompre le porteur de l'anneau. Bref, voilà, ça fait suite aux vidéos précédentes, qui est des stratégies pour le Free People's Player. Ce vidéo-là va probablement être un petit peu plus court parce que, bon, évidemment, comme dans tout bon vidéo de stratégie, le contraire de ce que j'ai dit dans l'autre vidéo est un conseil très pertinent pour vous comme Shadow Player. Mais il y a des petites choses sur lesquelles je veux apporter une attention particulière. Alors, d'abord, comme on a fait dans l'autre vidéo, les cartes clés, selon moi, pour le Shadow Player, on en a parlé beaucoup dans la revue des cartes. Cruel Weather, qui pourrait, s'il est joué correctement, là, vous acheter un tour, ce qui n'est pas rien. S'il est joué au bon moment là, pour retarder l'entrée dans le Mordor de la communauté, ça peut être catastrophique pour le Free People's Player. Wormtongue, pour vous assurer là, une bonne emprise sur le Rohan. Là. Souvent, le Rohan est ma cible première au début de la game. Encore plus si j'ai Wormtongue dans mes premières cartes, là, qui va empêcher là, le Rohan de se déniaiser suffisamment rapidement pour être capable là, d'imposer une défense qui a de l'allure à Saruman. Là. Donc, assurément, je vais jouer ça si je l'ai dans ma main au début. Et le fameux Wurn with Sorrow and Toil, qui, lorsqu'il est pigé au début, peut être assez chiant, va vraiment venir là, amener son lot de questionnement au Free People's Player là, quand va venir le temps de sacrifier des compagnons là, suite à une traque de l'anneau. On rappelle qu'à chaque fois qu'il va faire ça, il va soit perdre une carte qui est sur la table ou une carte de sa main. Alors c'est assez pénible, merci. Mais principalement, ce qui va orienter votre partie, là, ce qui fait que les parties sont différentes à chaque fois, c'est les fameuses cartes de recrutement. Là. Les cartes stratégie, en particulier les cartes recrutement, vont vraiment vous pointer dans une direction. Là. Les deux premières cartes stratégie, à la limite que vous allez piger dans les deux premiers tours, là, vont vraiment vous donner une direction. Fait que je vous donne un exemple, celle-là, deux unités régulières de Southron and Easterlings dans trois settlements différents. Ben moi, je vais venir en mettre deux ici, je vais venir en mettre deux là, puis je vais venir en mettre deux autres en bas. Là. Alors ça ici, là, avec ces deux unités-là, là, ça me fait une armée de 10. Alors je vais amener cette armée-là de 10 ici, je vais venir menacer là avec Dol Guldur pour les pogner comme en pincer, comme on dit, là, ces 5 points de victoire-là là, qui dorment au nord. Justement, Dol Guldur a sa carte aussi qui permet d'ajouter 3 réguliers de Sauron, ainsi que 3 réguliers à Mont Gundabad qui, mine de rien, là, peuvent descendre ici et venir ramasser d'abord le Carrock une fois que Dale a été pris. Là. Fait qu'on peut monter avec le Dol Guldur, on peut descendre avec Mont Gundabad, puis encore là, le pogner ces nations-là en sandwich avec les Southrons et Easterlings qui sont ici. Là. New Powers Rising, je n'ai parlé dans la revue des cartes, là. C'est incroyable, épouvantable. Vous recrutez l'équivalent de 8 points de vie d'unité de Lysangar. Là, suite à ça, là, vous êtes presque prêt à attaquer le Rohan immédiatement. Alors, si vous avez ça, c'est un no-brainer. Horde from the East, je n'ai parlé aussi, même principe, 5 unités régulières de Southron and Easterlings. Typiquement, je vais les mettre là, puis je vais tout regrouper ces gens-là ensemble là, pour monter une attaque ici. Et Threats and Promises, qui est plus générique, là, mais qui va empêcher le Free People's Player d'avancer des nations passives. Alors, tant que ça, c'est en jeu, là, c'est quand même, là, ça vient mettre une pression sur le Fellowship de séparer les compagnons de la communauté de l'anneau là, pour aller réveiller les nations des peuples libres. Sinon, un début classique, je vous dirais, là, c'est un muster pour amener Lysangar en guerre et un muster pour amener Saruman en jeu. Saruman va vous donner le fameux 8e dé d'action qui va vraiment vous donner là, le double des dés d'action des peuples libres. Là. Il n'y a aucune bonne raison de ne pas amener Saruman en jeu au plus sacrant. Alors, mettez-le en jeu en Hortang, vous allez pouvoir utiliser sa capacité de muster bonifiée là, pour monter les armées de Lysangar le plus rapidement possible et écraser le Rohan avant qu'il puisse fournir une résistance. Alors, Sauron suit pas longtemps après, ne serait-ce que pour être capable de faire sortir là, et progresser les multiples armées de Sauron qui sont partout sur le board. Southrons and Easterlings, n'oubliez pas, c'est deux Muster Die quand même pour les amener en guerre. Alors, ils sont activés, mais ça prend deux Muster Die
pour les amener en guerre. Typiquement, ils vont venir après, là. Mais il faut aller chercher votre 8e dé le plus rapidement possible avec Saruman. Le Witch King, c'est tricky. Je sais qu'il y a le gros downside que quand on l'amène en jeu, là, toutes les nations des peuples libres sont activées. Et j'ai souvent vu des Shadow Players un peu trop gênés, par contre, d'amener le Witch King en jeu. C'est vrai que ça va tout flipper ces marqueurs-là actifs. C'est vrai que là, en théorie, il n'y a plus rien qui empêche ces marqueurs-là de tomber en guerre. Par contre, là, faut avoir été dans les souliers du Free People's Player au moins une fois là, pour réaliser qu'on a d'autres chats à fouetter là, que de descendre ces nations-là en guerre. Donc, même si ces nations-là sont activées, il faut réaliser là, que la plupart sont à 3 cases d'être en guerre. Alors ça, c'est 3 Muster Die juste pour les amener en guerre. Il n'a même pas commencé à recruter encore, là, juste pour les amener en guerre. Alors quand même, privez-vous pas du Witch King, il est trop puissant pour le retarder, là, puis retarder son entrée parce que vous avez peur de ça. Là. Son habilité de repiger une carte à toutes les fois que vous jouez une carte de combat dans la première round d'une bataille, là, c'est trop intéressant pour s'en passer pendant la moitié de la game. Là. Alors, d'habitude, dès que les prérequis sont rencontrés, là, c'est-à-dire Sauron en guerre, puis au moins une nation des peuples libres en guerre, habituellement, je vais emmener le Witch King. Là. Vous allez, le petit inconvénient de flipper ces nations-là, là, vous allez vous refaire avec les nombreuses cartes que vous allez piger, là, puis la rapidité avec laquelle vous allez faire tomber les forteresses et les cités des peuples libres grâce à son pouvoir militaire. Puis évidemment, la bouche de Sauron, ben, c'est un peu. C'est très très fin de game, comme je disais dans la vidéo à ce sujet. Là, il faut que toutes les nations des peuples libres soient en guerre ou que le Fellowship soit rendu au Mordor. Mais évidemment, vous l'amenez en jeu le plus tôt possible. C'est votre 10e dé d'action, après tout. Puis j'aime la flexibilité, là, comme j'ai dit dans la vidéo, de pouvoir remplacer un dé muster, typiquement inutile à ce stade-ci de la game, en dé armé. Il y a une règle d'or pour le Shadow. Là, on dit souvent là, que les games que le Shadow va perdre, c'est les games où il y a un siège qui a foiré. Ça prend pas 5 sièges qui vont foirer. Un siège qui foire, souvent, c'est suffisant pour que le Shadow perde la game. Alors, c'est vraiment comme manquer d'essence avant d'arriver à la ligne d'arrivée. Là, je suis dans une partie play by email en ce moment. Là. Je joue le Free People's Player. Là. Et là, malheureusement, là, le Shadow Player s'est amené en Lorienne. Il n'a pas tout à fait amené assez de monde. Il a reçu des coups pas mal. Là, puis là, il est assis en Lorienne. Il reste juste 3 unités. Puis je pense que j'ai 3 unités dans Forteresse. Là. Je suis en train de me poser la question si ça vaut pas la peine que je sorte pour essayer de finir la job. Là. Euh, mais là, il est jamais avec ses 3 unités. Il sait que c'est pas suffisant. Là. C'est pas suffisant. Il risque de perdre son armée s'il attaque. Alors là, voilà un exemple de siège qui a manqué. Puis là, il commence à recruter des trolls à Dol Guldur dans le but de les faire marcher pour venir accompagner, renforcer l'armée en Lorienne. C'est l'équivalent d'un ou 2 tours perdus de faire tout ça. C'est épouvantable. Alors, quand vous rentrez quelque part pour gagner. Vous rentrez quelque part pour avec suffisamment de monde. Le pire scénario qui peut vous arriver, là, c'est d'après avoir consacré plusieurs dés pour vous rendre sur place, plusieurs dés pour conduire un siège, de vous rendre compte que vous n'avez pas assez d'unités pour l'emporter. Ça, c'est à peu près la pire affaire qui peut vous arriver. Aussi, ne rentrez pas dans la région tant que vous n'êtes pas prête. Là. Il n'y a pas de presse au début, les nations sont inactives, sauf exception. Alors, vous prenez votre temps, là, vous amenez vos unités, vous prenez le temps vraiment d'amener vos unités, là, vous massez des hordes impressionnantes là, aux frontières de ces nations-là. Là. Alors, pressez-vous pas. Je le sais qu'avec ces 10 unités-là, vous êtes capable de rentrer dans Osgiliath facilement. Là. Mais pourquoi pas amener les 10 autres ici? Prenez le temps d'amener les 10 autres ici. Ils sont quand même à plusieurs régions. Ça va être assez long de les amener là, là. Alors prenez le temps là, de masser toutes les armées que vous pensez que vous allez avoir besoin pour conquérir une nation, là, vraiment aux frontières, prête à rentrer. Puis même dans le cas où vous avez plus qu'une porte d'entrée, là, comme dans le cas du Gondor, là, ben, essayez vraiment, là, vous rentrez dans Osgiliath, après ça, vous rentrez dans Pélargé, et puis vous ramassez le plus de stock possible là, avant que le Free People's Player puisse tomber en guerre. Regardez aussi les dés que le Free People's Player a. Même s'il tombe en guerre, s'il n'y a pas de dés de muster, il ne pourra pas faire grand-chose. Donc, essayez si vous êtes capable de vous timer. Là. Puis, il n'y a pas de presse en théorie. Surveillez les marqueurs des nations, là, mais en théorie, là, vous devez
d'abord amasser des troupes, puis après ça, vous rentrez, là. Après avoir fait ça, si vous avez encore du temps, là, puis la Lauriane est la suivante, là, avancez l'armée, rapprochez-vous de la Lauriane. OK? Fait que quand votre plan va être prêt, là, quand vous allez être prête à passer à l'action, là, vos troupes vont être prêtes, puis vous allez rentrer dans toutes les places que vous aviez prévues, là. Mais là, quand même, le Free People ne sait pas trop où est-ce que vous allez frapper en premier, puis ça, c'est une notion de bluff importante euh, du, euh, du Shadow Player, là. Même affaire, là, si vous amenez l'armée de Dol Guldur ici, là, ben, est-ce qu'il s'en va à Woodland Realm? Est-ce qu'il s'en va à Dale? Là, vous, le Free People's Player est comme il est guessing là, en ce moment. Il va-tu attaquer les nains? Il a-tu amené ce monde-là ici? Il veut-tu attaquer les nains? Ou il va prendre Dale ici, le Woodland Realm ici, là, le bluff, ou en tout cas de laisser le Free Peoples dans le noir le plus longtemps possible? C'est une partie importante de la stratégie du Shadow. Un petit rappel des VP qui sont en jeu. Vous avez 3 VP au Rohan, vous avez 5 VP au Gondor. Donc, si vous ramassez le Rohan et le Gondor, vous avez 8 VP sur vos 10. Il ne vous manque peut-être qu'une forteresse d'elfes, peut-être la Lorienne, peut-être Rivendell, peut-être le Woodland Realm. Ici, vous avez 3 points de victoire, même si c'est loin un petit peu. Les nains, c'est quand même difficile de percer à cet endroit-là, là, depuis qu'ils, comme je dis, là, ils ont rajouté une unité d'élite dans le setup dans la deuxième édition. Depuis ce temps-là, c'est un petit peu plus difficile de se rendre là. Fait que faites vos calculs, là. Rentrez pas quelque part juste pour rentrer à quelque part. Là. Ayez à un moment donné là, les 10 VP potentiels en tête pour être capable de concentrer vos forces. Splittez pas vos forces. Commencez pas à faire du tourisme dans la terre du milieu puis de vous promener avec vos armées. Là, vous n'avez pas le temps. Quand le fellowship est dans la nature, on l'a vu, là, faites-le payer le prix. Faites-le payer le prix. C'est sûr qu'avec 8 Nazgûl plus le Witch King, vous pouvez vous permettre de mettre un Nazgûl fatigant qui va suivre le fellowship pour vous donner un reroll. Dès qu'ils sont à proximité d'une armée, là, prenez le temps pour mettre une unité là. Là. C'est d'autant plus vrai, là, bon, tant que le fellowship est pas loin là, d'une cité ou d'une forteresse des peuples libres là, qui pourraient aller se déclarer, par exemple, en Lorienne, puis tout ça, c'est un peu moins vrai. Là. Mais à partir du moment où le fellowship atteint ce que j'appelle le point de non-retour, là, à partir du moment où il est ici, puis à partir du moment où il est ici, là, qui est comme dans le dernier droit vers le Mordor, là, de lui laisser aucun répit, c'est sûr qu'il ne va pas reculer pour aller se déclarer dans une forteresse ou une cité des peuples libres. Là. Alors suivez-le à tous les tours, il va se redéclarer un petit peu plus loin. Là. Soyez sans pitié, faites suivre les Nazgûl, puis tout ça, là, les rerolls, toutes les tracks que vous pouvez faire avant d'arriver au Mordor, là, les points de corruption que vous pouvez infliger, les compagnons que vous y forcez à garder dans le fellowship, là, ça va être payant plus tard. Là. Au niveau des dés, moi personnellement, je mets un seul œil la grande, grande, grande majorité du temps. Même au début, là, quand on met un œil, on brasse 6 dés. Vous allez pogner un œil en moyenne. Bon, deux, trois yeux, c'est à peu près ce qu'on vise. Il va y avoir des tours fuckés, vous allez avoir juste un œil, puis il va y avoir des tours fuckés, vous allez avoir 4 yeux dans cette boîte-là. Le fellowship va s'ajuster probablement en conséquence. Quand vous avez juste un œil, il va aller plus vite. Quand vous avez 4 yeux, il va vraiment ralentir. Mais le problème de mettre trop de yeux là, c'est que vous n'avez plus pour le reste. Alors là, ça donne le temps, comme je disais, avec 4 yeux, ben, le fellowship peut se permettre de ralentir parce que si vous avez 4 yeux là au début de la game, ça veut dire que vous avez juste 3 dés. Alors le fellowship a plus de dés d'action que vous autres. Alors c'est là qu'il va en profiter des Mustard Eye, faire bouger des nations, il va commencer à se préparer militairement, puis vous ne serez même pas capable, là, vous ne fournirez même pas à avancer vos armées pour keeper up là, un peu avec sa vitesse, là, lui, de baisser les nations sur la traque politique. Donc, un œil, c'est suffisant. Les odds vont faire que vous allez la majorité du temps embrasser, comme je disais, un ou deux de plus. Puis ça va être suffisant. Là. Déjà, à partir de 2D, vous avez, je pense, mes odds sont loin, là, mais je pense 55% de chance. Si le fellowship a bougé une fois, là, vous avez 55% de chance de pogner un 5 ou un 6 avec 2D. Là. Puis ça monte à 70% si vous avez, si vous avez 3D, ça monte à 70%. Fait en tout cas, les odds sont de votre bord avec 2 ou 3D pour garder le fellowship honnête dans sa progression. Là. Vous visez, là, les tracks de l'anneau, des fois vous allez brasser, ah non, j'ai pas réussi à traquer le fellowship. Là. Dites-vous qu'en moyenne, une track de l'anneau sur 2, 3 va fonctionner. C'est probablement suffisant sur 10, 11 régions pour se rendre au Mordor. Là, vous allez réussir à traquer juste par la traque naturelle.
vous allez réussir à traquer le Fellowship peut-être 3-4 fois. Alors, c'est des tuiles, c'est des reveals, ça le force à se cacher, alouette, là. Ça, plus les événements que vous allez jouer de votre main pour infliger de la corruption, puis tout ça, là. Comme je disais dans mon autre vidéo, là, désespérez pas, même si le Fellowship rentre au Mordor avec très peu de corruption, là, tout n'est pas perdu, surtout si vous avez mis en jeu des tuiles rouges, qui sont évidemment des cartes importantes aussi, là, je l'ai mentionné dans l'autre vidéo, là. Même si le Fellowship rentre avec 3 points de corruption, là, ce ne serait pas étonnant que vous réussissiez à le corrompre avant qu'il réussisse à dunker l'anneau. Fait que comme je disais, la pression, ça va des deux côtés. Dans la vidéo du Free People's Player, là, je disais avancer la communauté, mettez de la pression sur le Shadow. Ben, même principe sur vous comme Shadow, mettez une pression militaire. Mettez une pression militaire sur les peuples libres. Sinon, là, la communauté de l'anneau va bouger bien tranquillement. Ça va toujours vous prendre des 6 ou des 5 ou 6 pour la traquer. Vous n'en viendrez pas à bout. Elle va prendre le temps de se reposer en Lorienne, guérir sa corruption. Elle va vraiment chiller, ça va être une partie de plaisir pour se rendre au Mordor. Alors, faut encore là que le Free People's Player sente une pression, là. Oups, Minas Tirith est tombé, Helm's Deep est tombé, Edoras est tombé, le Shadow est rendu à 5 points de victoire, puis il menace en Lorienne, peu importe. Vite, vite, faut que je joue mes dés, vite, faut que j'avance, vite. Fait que c'est comme ça qu'il va se faire pincer. C'est comme ça que vous allez réussir à le traquer plus. C'est comme ça que vous allez garder l'équilibre dans le jeu de, un peu le sentiment d'urgence de la communauté là, par rapport à ce que vous faites militairement. La corruption, vous avez des cartes pour l'influencer, mais autrement, c'est quelque chose, entre guillemets, là, qui arrive tout seul, dans le sens où, tu sais, faites confiance à la Hun, tôt ou tard, le Fellowship va se déplacer, vous allez le pincer, vous allez piger une tuile, ah, il va être obligé de faire de quoi avec ça va le révéler. Le compagnon qui va avoir pigé n'aura pas tout épongé, il va manger des points de corruption. La corruption, là, à part les cartes que vous gardez pour les jouer, ça arrive tout seul. La grande influence que vous avez est beaucoup plus au niveau militaire qu'au niveau de la corruption. Vous pouvez vous aider avec des rerolls, comme je disais, là, pour la traque de l'anneau, là, mais votre plan, là, vous êtes Sauron, le général, d'abord et avant tout, le général militaire qui essaye de conquérir les terres du milieu pendant que les porteurs de l'anneau s'en viennent. Les Nazgûl et le Witch King, là, faites pas là, du saupoudrage, là, concentrez ça. Là, quand vous êtes prêt à attaquer, quand le siège est installé, là, vous devriez amener la grande majorité des Nazgûl et le Witch King sur place et pour faire l'assaut, pour bénéficier évidemment de l'avantage de piger des cartes avec le Witch King et de la plus grande force de leadership possible. Il y a une bonne force de leadership. On a vu toutes les cartes de combat là, qui mettent ça à profit. Là. Fait que commencez pas à dire je mets 2 Nazgûl ici, 2 Nazgûl là, puis j'alterne mes sièges, puis tout ça. Concentrez-vous. Quand vous rentrez quelque part, finissez la job. Finissez la job quand vous rentrez quelque part. On rentre pas une place, bon, eux autres sont en siège, c'est beau, j'arrête. Vous courez après le trouble. Pendant ce temps-là, le Free People's Player pige des cartes. C'est une question de temps avant qu'il pige des cartes qui va ajouter des renforts là. Piétinez la place, prenez la place, capturez la place. Et quand vous avez fini, là, exterminez tout le reste. C'est comme une mauvaise herbe, arrachez la racine. Vous rentrez au Gondor, là, même si l'Ossarnac, ça vaut pas de point de victoire, piétinez-le avec vos troupes. Sinon, là, le Free People's Player va commencer à recruter des armées du Gondor, là, puis va vous menacer peut-être de reprendre Pélargir ou d'attaquer vos armées du Shadow qui sont pas mal affaiblies parce qu'ils ont passé à travers un siège difficile. Fait que vraiment, piétiner là, tous les endroits, là, exterminer une nation au complet. Même affaire, si vous ramassez le Rohan, bon, des fois on ramasse Helm's Deep, West Emnet, on arrive à Edoras, good, j'ai mes 3 points de victoire. Écraser Fold aussi. Écraser Fold pour vraiment que le Rohan au complet là, soit déraciné et ne puisse pas là, revenir tranquillement pas vite à grands coups d'unités d'élite qui soudainement là, vont menacer les places que vous avez prises et qui vous ont pris beaucoup de temps. Là. Alors, on finit la job et on piétine partout alentour. Là. Alors voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires, ça va me faire plaisir d'y répondre, basé sur mon expérience. Encore là, c'est sans prétention. Je sais que vous pouvez aller sur Board Game Geek puis lire un paquet de threads de stratégie. Mais bon, j'ai mon opinion, j'ai mes façons de jouer comme tout le monde. Fait que si mon style a l'air à cliquer avec le vôtre, puis que vous avez des questions,
N'hésitez pas, ça conclut notre série de vidéos sur War of the Ring. C'était épique à la hauteur du jeu qui était couvert. Alors, si vous vous êtes rendu jusqu'ici, merci beaucoup de votre écoute et n'hésitez pas à consulter la chaîne là, pour d'autres jeux qui ont subi le même traitement. Merci.